Le 13 octobre 2025, un chiffre tranche 400 mégawatts pour 200 km² au cœur du Burkina Faso. Dans un pays encore rythmé par les groupes électrogènes et les coupures, cette promesse d'un barrage hybride paraît presque disproportionnée face aux réalités quotidiennes. Que signifie vraiment cette bascule annoncée pour les villages longtemps oubliés et pour la place d'Ibrahim Traoré dans la carte énergétique de l'Afrique de l'Ouest? Au bord de la Vulte Noire, une expérience commence à redéfinir silencieusement les attentes d'un pays entier et à déplacer les lignes de pouvoir régionales. La promesse faite autour du barrage ne tient pas seulement à sa puissance annoncée, mais au risque assumé d'engager un pays encore marqué par une dépendance structurelle au diesel. La valeur centrale du projet: offrir une électricité stable et prévisible à grande échelle devient un levier capable de modifier la trajectoire économique et sociale du Burkina Faso. Si cette stabilité se confirme, elle ouvre la voie à un gain décisif, un accès énergétique fiable pouvant soutenir durablement écoles, cliniques et petites industries. Parallèlement, chaque phase du chantier augmente les attentes. Les communautés déplacées réclament des garanties, les ingénieurs suivent un calendrier serré et les partenaires étrangers évaluent discrètement la faisabilité réelle de l'ensemble. Dans cette tension, un micro-doute persiste, alimentant la curiosité. Le pays pourra-t-il absorber toutes les contraintes techniques sans perdre l'élan initial? C'est précisément ce point qui détermine les enjeux. Une réussite changerait le statut énergétique du Burkina Faso, tandis qu'un faux pas prolongerait l'ombre des coupures qui ont longtemps limité son développement. Les premières données révélées quelques jours après l'annonce du 13 octobre 2025 ont réorienté toute la lecture du projet. Un réservoir de 200 km² et une capacité hydraulique de 400 mégawatts. Un duo de chiffres qui propulse l'infrastructure parmi les plus ambitieuses d'Afrique de l'Ouest. Un second dévoilement, plus discret mais déterminant, confirme ensuite l'ajout progressif d'un module solaire destiné à porter l'ensemble vers 550 mégawatts, faisant du barrage une plateforme hybride rare dans la région. À partir de là, la communication officielle, pilotée en grande partie par l'équipe d'Ibrahim Traoré, précise une architecture beaucoup plus large qu'un simple ouvrage hydraulique. Le projet se définit comme un système énergétique multilayé: turbines russes adaptées aux variations saisonnières, réseaux de transmission modernisés, corridors environnementaux surveillés et centres de formation technique destinés à créer une main-d'œuvre locale spécialisée. Cette combinaison marque un changement d'échelle dont le pays n'avait jamais disposé auparavant. Le choix du site, près de la frontière ghanéenne, découle d'analyses hydrologiques menées sur la Vulte Noire, une rivière connue pour ses crues annuelles. Les ingénieurs tentent d'en tirer parti tout en limitant les risques. Recalcul des zones d'inondation, cartographie précise des sols, études géologiques accélérées et planification des réinstallations pour les familles concernées. Les premières semaines voient également la mise en place d'un calendrier administratif strict impliquant plusieurs ministères chargés de synchroniser budget, compensation et protocole de sécurité. C'est dans ce contexte qu'un début de réponse apparaît à la question suspendue depuis la première phase. La transformation annoncée n'est pas seulement technologique, mais structurelle. Chaque maillon, hydrologie, formation, relogement, transmission, suivi environnemental, conditionne le suivant. L'ensemble forme une chaîne de décision qui redessine l'ambition du pays: passer de l'intermittence énergétique chronique à une indépendance partielle, puis durable si les étapes s'alignent correctement. Ce cadre, encore en consolidation, ouvre la voie aux premières preuves concrètes qui permettront d'évaluer la crédibilité réelle du projet. Autour de la Vulte Noire, les premiers visages du projet émergent: ingénieurs burkinabés,
équipe environnementale et techniciens en formation, tous engagés dans la traduction concrète d'un chantier encore en pleine montée en puissance. Ces acteurs deviennent les témoins directs des transformations initiales, observant chaque changement sur le terrain bien avant que les rapports officiels ne soient publiés. Leur rôle n'est pas spectaculaire, mais ils constituent la base vivante du projet. Les ingénieurs locaux, chargés de suivre la mise en place des conduites forcées et des premières turbines expérimentales, documentent les variations du débit, le comportement des sols et la réaction de l'écosystème autour du futur réservoir. Leur présence quotidienne permet de repérer rapidement les tensions techniques, d'ajuster les plans et d'anticiper les points critiques. Dans ce suivi continu, ils incarnent la première ligne de vigilance du projet. En parallèle, les communautés réinstallées commencent à percevoir des effets tangibles. Dans plusieurs villages pilotes, la stabilité électrique expérimentale change les routines. Les cliniques prolongent leurs horaires, les écoles éclairent les salles au-delà de la tombée du jour et les artisans gagnent en régularité de production. Ces impacts, encore partiels, posent néanmoins les bases d'un bénéfice durable si le système parvient à maintenir son rythme de progression. Enfin, les formateurs étrangers et les jeunes techniciens burkinabés cohabitent dans les centres de formation, où l'apprentissage des protocoles de maintenance devient un levier essentiel. Chaque cours, chaque essai de turbine, chaque diagnostic partagé soutient la montée en compétence de cette nouvelle génération. À ce stade, une question simple mais cruciale guide toutes les observations. Ces premiers signaux suffisent-ils à confirmer la trajectoire annoncée? Les faits s'enchaînent vite après l'annonce du 13 octobre 2025. Le projet sort de la phase théorique et bascule brutalement dans l'opérationnel. Les premières équipes techniques tracent le périmètre du futur réservoir, marquant au sol les limites des 200 km² appelés à être inondés. Les hydrologues recalculent les niveaux saisonniers, identifient les points de fragilité et établissent les zones de compensation. Les ministères coordonnent les budgets, valident les autorisations et accélèrent les protocoles de sécurité. Ibrahim Traoré intervient régulièrement pour éviter les spéculations et rappeler que l'objectif central reste la souveraineté énergétique. Les bulldozers arrivent, les excavatrices ouvrent les premières tranchées, les équipes russes supervisent la préparation des fondations destinées à supporter les 400 mégawatts initiaux. Des kilomètres de conduites forcées sont installés, pièce par pièce, sous une surveillance constante. Les techniciens burkinabés apprennent en observant, puis en exécutant. Les opérateurs de transmission testent les premières lignes vers Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et les zones rurales longtemps privées d'alimentation stable. Le module solaire est expérimenté sur la surface réduite du futur réservoir pour évaluer la montée éventuelle vers les 550 MW. Chaque étape crée son propre rythme d'avancée, de doute et d'ajustement. La pression médiatique augmente. Les écologistes réclament des garanties sur la gestion des crues. Les communautés interrogent les autorités sur les compensations promises. Les partenaires étrangers scrutent le moindre retard pour déceler un signe de faiblesse. Les ingénieurs hydrologiques recalculent le débit après chaque test. Les fondations des turbines sont consolidées. Les premiers essais de rotation contrôlée commencent. Les techniques Les techniciens locaux suivent les données sur les écrans, notent les variations et rapportent les anomalies. Les lignes de transmission gagnent du terrain. Les premières vibrations des machines annoncent le début d'une nouvelle phase. La scène politique se charge. Les discussions s'intensifient. Les attentes grandissent. Le projet entre dans son moment le plus critique, là où la moindre erreur peut ralentir l'ensemble. Quand les turbines expérimentales se mettent enfin en rotation complète, les effets se diffusent instantanément.
Dans les villages pilotes, la lumière reste stable, les cliniques prolongent leurs horaires, les écoles étendent leurs activités, les agriculteurs constatent une irrigation plus régulière, les administrations locales ajustent les calendriers de distribution. Les réactions régionales apparaissent. Le Ghana observe la variation du débit en aval. La Côte d'Ivoire recalibre certaines projections hydrauliques. Les partenaires internationaux réagissent, prudence européenne, curiosité américaine, intérêt asiatique. À l'intérieur du pays, l'opinion oscille entre fierté et vigilance. Les premiers résultats renforcent la stature d'Ibrahim Traoré, mais rappellent aussi que la phase la plus difficile reste la gestion, non la construction. Dans cette séquence, chaque mouvement laisse une trace mesurable. Les signaux convergent, et pourtant une tension demeure. Le système tiendra-t-il le rythme jusqu'à la pleine capacité? Avant le lancement du barrage, moins de 22% du territoire burkinabé bénéficiait d'une électricité réellement stable. Après la mise en service progressive des premières turbines, les projections montent vers 40%, révélant un delta presque doublé. Cette progression crée un premier repère solide, car chaque point supplémentaire équivaut à des milliers de foyers sortant d'une dépendance chronique au générateur. Les ingénieurs soulignent que ce bond n'est pas simplement mécanique. Il résulte d'un couplage réussi entre turbines hydrauliques, gestion du débit et renforcement précis du réseau de transmission, trois conditions dont l'alignement reste fragile. Le second indicateur confirme un autre pivot. Dans les zones pilotes irriguées, la productivité agricole augmente de 30 à 40%, une fourchette qui reflète la diversité des sols, mais montre une tendance claire. Cette amélioration découle de la régularité des cycles d'eau, rendue plus prévisible grâce aux réservoirs et aux nouvelles pompes hydrauliques installées autour des plaines réinstallées. Les agriculteurs y voient un amortisseur contre les sécheresses imprévisibles. Pour un pays où l'agriculture demeure la base économique, ce changement redéfinit le rapport entre vulnérabilité saisonnière et résilience alimentaire. Cette hausse annonce une capacité nouvelle à stabiliser les récoltes, surtout dans les communes qui dépendaient auparavant des pluies irrégulières. Le troisième indicateur met en lumière la dimension sociale du projet. Plus de 15 000 emplois ont été créés autour du chantier, répartis entre construction, maintenance, gestion environnementale et intégration du module solaire. Ce chiffre ne mesure pas seulement une dynamique temporaire. Il révèle l'émergence d'une main-d'œuvre spécialisée capable de soutenir les infrastructures hybrides sur plusieurs décennies. Cette montée en compétences produit une conséquence directe. Une part croissante des tâches techniques se déplace des ingénieurs étrangers vers les techniciens burkinabés, renforçant l'autonomie opérationnelle du pays. Pris ensemble, ces trois indicateurs forment une base de données cohérente. La progression vers 40% de stabilité électrique indique la capacité du réseau à absorber la nouvelle production. L'amélioration de 30 à 40% des rendements agricoles montre que l'hydrologie maîtrisée se traduit concrètement dans les zones rurales. Les 15 000 emplois démontrent que le chantier génère une structure sociale et professionnelle durable, au-delà du simple horizon de construction. Mais ces données révèlent aussi une tension essentielle. L'intégralité des bénéfices dépend de la maintenance quotidienne, du suivi environnemental et de la continuité des formations techniques. Les ingénieurs rappellent que le passage de 22 à 40% de stabilité repose sur une série d'équilibres: niveau du réservoir, comportement saisonnier de la vulte noire, calibrage des vannes qui doivent rester synchronisées. De même, les gains agricoles demeurent sensibles au cycle d'eau et aux pratiques locales d'entretien des pompes. Pourtant, l'ensemble esquisse une trajectoire ascendante. Chaque indicateur montre un effet direct du barrage, mesurable, vérifiable et déjà perceptible dans la vie quotidienne des zones pilotes. Cette triple avancée, énergie, agriculture, emploi,
constitue le socle sur lequel s'évaluera la robustesse du projet dans les années à venir. Deux visions opposées structurent aujourd'hui le débat autour du barrage, et chacune s'appuie sur des éléments suffisamment solides pour mériter d'être examinée dans sa meilleure version. Les partisans du projet avancent que l'infrastructure hybride représente la seule voie réaliste pour sortir définitivement de l'intermittence énergétique. Selon eux, la combinaison hydroélectrique-solaire, la formation accélérée de techniciens locaux et les premiers résultats observés dans les villages pilotes démontrent qu'un basculement structurel est déjà en cours. Il souligne la montée vers 40% de stabilité électrique, l'augmentation de 30 à 40% des rendements agricoles et la création de 15 000 emplois spécialisés, trois indicateurs qui constituent une dynamique rarement atteinte dans un pays aux ressources limitées. Dans cette lecture, le barrage n'est pas un pari téméraire, mais un socle capable de soutenir une stratégie d'indépendance énergétique sur plusieurs décennies. À l'inverse, les sceptiques rappellent que la réussite technique ne garantit pas la tenue du système dans la durée. Il pointe les risques hydrologiques liés aux 200 km² du réservoir, les défis de réinstallation des familles, la complexité des compensations et la fragilité potentielle des institutions chargées de la gouvernance. Pour eux, les projections positives reposent sur un alignement de facteurs qui peut facilement se dégrader. Crues mal anticipées, entretien irrégulier, dépendance persistante aux ingénieurs étrangers, pression budgétaire ou tensions politiques internes. Leur argument central est simple. Une infrastructure de cette taille échoue rarement au début, mais souvent dans la gestion quotidienne, là où les erreurs s'accumulent silencieusement. La réponse la plus solide apparaît lorsqu'on confronte ces deux visions aux données observées jusqu'ici. Les premiers villages raccordés bénéficient réellement d'une stabilité nouvelle. Les irrigations deviennent plus régulières. Les centres de formation produisent déjà une première cohorte de techniciens capables de gérer des systèmes hybrides. Ces éléments ne dissipent pas toutes les inquiétudes, mais ils montrent que la dynamique du projet ne se limite ni à l'optimisme officiel, ni aux risques annoncés. Le Stillman révèle finalement une position intermédiaire, une avancée tangible mais dépendante d'une vigilance soutenue. Un pivot se forme. À mesure que les analyses régionales s'accumulent, un élément inattendu apparaît. Le barrage, encore en phase d'achèvement, modifie déjà les équilibres hydrologiques et politiques au-delà des frontières burkinabées. Le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, commencent à recalculer leur marge de gestion de l'eau, conscients que les variations du débit de la Vulte Noire influenceront leurs propres infrastructures. Les médias ouest-africains décrivent désormais le chantier comme un cas d'école pour les pays à ressources limitées. Dans cette redistribution silencieuse, la figure d'Ibrahim Traoré change de stature. Son rôle ne se limite plus à défendre un projet national. Il devient le point de convergence entre ambition énergétique, pression diplomatique et attentes sociales internes. Les partenaires étrangers ajustent leur position, oscillant entre prudence stratégique et intérêt croissant pour l'architecture hybride, dont la montée progressive vers 550 MW crée une marge régionale rare. L'intégration solaire, perçue au départ comme un module accessoire, apparaît soudain comme la pièce qui reconfigure l'ensemble. Elle transforme un simple barrage en levier géopolitique. Et c'est ce glissement, discret mais décisif, qui redéfinit la trajectoire du projet. Les effets du barrage se déploient désormais dans quatre sphères distinctes, chacune révélant une transformation mesurable du pays. Ces impacts, encore en évolution, permettent d'observer comment une infrastructure énergétique peut remodeler simultanément les foyers, l'économie, l'administration publique et la position régionale du Burkina Faso. Dans cet entrelac de changements, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît régulièrement en arrière-plan.
non comme un symbole isolé, mais comme un acteur qui articule ambition, coordination et rythme de mise en œuvre. D'abord, au niveau des foyers, dans les villages proches de Banora, Dédou ou Bobao, l'accès à l'électricité stable modifie la vie quotidienne. Les familles utilisent des lampes fiables au lieu des générateurs bruyants et coûteux. Les écoles organisent des cours du soir. Les cliniques stockent enfin les vaccins en sécurité. Les petits commerces prolongent leurs heures d'activité, tandis que les artisans augmentent leur production grâce à la continuité énergétique. Ces ajustements simples créent un sentiment nouveau, celui de maîtriser le temps, là où l'obscurité imposait autrefois ses limites. Dans ces zones, le barrage n'est plus un concept, mais une expérience directe. Ensuite, sur le plan économique, à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, la stabilité du réseau soutient la croissance. Les ateliers mécaniques réduisent leurs interruptions. Les chaînes de froid médical fonctionnent avec une régularité inédite. Les petites entreprises diminuent leurs coûts en carburant. Les investisseurs locaux observent un environnement plus prévisible, tandis que certains partenaires étrangers envisagent l'installation d'unités légères de transformation alimentaire ou de production textile. Cette dynamique n'est pas explosive mais cumulative. Chaque jour stable renforce la confiance économique. Le barrage agit ainsi comme un aimant, attirant activités et projets qui dépendaient autrefois d'une électricité incertaine. Par ailleurs, au sein de l'administration publique, les institutions doivent maintenant gérer de nouvelles responsabilités. Relogement des familles concernées, surveillance des impacts hydrologiques, transparence dans les compensations et maintenance rigoureuse des installations. Le succès initial accroît la pression politique, car chaque retard ou erreur peut fragiliser la légitimité construite autour du projet. Les équipes techniques renforcent la coordination, notamment autour des cycles de maintenance des turbines, du suivi des crues et des ajustements de distribution. Dans ce cadre, la communication régulière d'Ibrahim Traoré joue un rôle clé pour maintenir la cohésion et éviter les spéculations. Enfin, sur le plan régional, au-delà des frontières, le Ghana et la Côte d'Ivoire car recalculent leurs marges hydrologiques pour anticiper les variations du débit. Les États-Unis et plusieurs pays européens observent les implications géopolitiques du partenariat russo-burkinabé, tandis que la Chine et l'Inde détectent des opportunités dans les énergies hybrides africaines. Le barrage devient une référence potentielle. S'il réussit, il pourrait définir un nouveau standard régional. S'il échoue, il fournirait un contre-modèle tout aussi structurant. Dans cet environnement mouvant, la montée progressive vers 550 MW augmente la visibilité stratégique du pays. En réunissant ces quatre blocs, une ligne directrice se précise. L'infrastructure ne transforme pas un secteur isolé, mais réorganise simultanément la société, l'économie et la diplomatie énergétique du Burkina Faso. Au cours des 12 prochains mois, trois trajectoires crédibles permettent d'évaluer la solidité réelle du barrage et la manière dont il influencera la stabilité énergétique, agricole et institutionnelle du Burkina Faso. Ces scénarios ne visent pas à prédire l'avenir, mais à cartographier les chemins possibles selon les performances techniques, la gestion de l'eau, la capacité administrative et la coopération entre équipes nationales et partenaires techniques. Dans un scénario de base, dans cette hypothèse, les turbines déjà opérationnelles maintiennent leur régularité. Le réseau de transmission s'étend progressivement vers de nouvelles zones. Les modules solaires gagnent en efficacité selon le calendrier prévu, sans accélération notable. Les villages récemment raccordés conservent une consommation stable, permettant d'ajuster la distribution sans surcharge. Au niveau régional, le Ghana et la Côte d'Ivoire observent
des variations du débit, mais aucune perturbation significative n'apparaît. Le pays franchit alors une étape intermédiaire solide où l'énergie se stabilise, la productivité agricole progresse et la formation technique produit une première cohorte de spécialistes réellement autonomes. Dans un scénario optimiste, le module solaire dépasse les rendements attendus, rapprochant la capacité hybride totale des 550 MW plus tôt que prévu. Les programmes agricoles accélèrent l'adoption de techniques d'irrigation modernisées, consolidant les hausses de productivité observées. Sur la scène internationale, la réputation du projet attire des investissements ciblés dans les infrastructures secondaires. Les entreprises locales étendent leurs activités. Les communes réinstallées constatent une amélioration rapide de leurs revenus agricoles. Dans ce climat de confiance, le pays devient un exemple régional de transition énergétique dans un contexte de ressources limitées. Dans un scénario de tension, des irrégularités hydrologiques compliquent la gestion du réservoir. Les variations de débit perturbent certaines communes. Les modules solaires accumulent des retards, ralentissant la montée en capacité. Les populations réinstallées contestent une partie des compensations. Les partenaires étrangers adoptent une position plus prudente. L'infrastructure reste fonctionnelle mais vulnérable et ses bénéfices immédiatement perceptibles diminuent. Au centre de ces trajectoires se trouve une équation simple. Si la maintenance reste rigoureuse, si la gouvernance demeure transparente et si la gestion de l'eau est anticipée plutôt que réactive, alors la trajectoire de stabilité domine. Cette logique conditionnelle n'attribue aucune certitude, mais elle éclaire les leviers essentiels pour transformer les tendances actuelles en résultats durables. Pour comprendre la portée humaine du barrage, il faut observer ce que les transformations énergétiques déclenchent au niveau des individus, bien au-delà des chiffres et des projections. Trois angles permettent de saisir cette évolution: le foyer, le travail et la production locale. Chaque angle révèle une manière différente dont l'infrastructure modifie les attentes, les habitudes et la perception du possible. Dans les foyers, la stabilité électrique change la relation quotidienne au temps. Les familles des zones rurales, longtemps limitées par l'obscurité dès la tombée du jour, découvrent un confort nouveau: éclairage régulier, conservation des denrées sensibles, sécurité accrue lors des déplacements nocturnes. Les enfants étudient plus tard, les parents ajustent leurs horaires et la maison devient un espace plus prévisible. Ce changement, simple en apparence, transforme le rythme de vie. Au niveau du travail, la montée en qualification ouvre des perspectives inédites. Les techniciens formés aux systèmes hybrides acquièrent des compétences rares dans la région. Leur savoir-faire se traduit par des trajectoires professionnelles plus solides et par une demande croissante d'opérateurs capables de gérer des infrastructures complexes. Les interruptions diminuent dans les ateliers, améliorant la productivité quotidienne. Pour une partie de la jeunesse, ce sont de nouveaux horizons qui se dessinent. Dans la production locale, la continuité électrique devient un avantage stratégique. Les boulangeries produisent sans rupture. Les cliniques assurent un niveau de fonctionnement stable. Les commerces réduisent les pertes liées à la chaîne du froid. Les entrepreneurs planifient mieux leurs investissements, même modestes. La fiabilité du courant génère un climat où la prise de risque devient moins intimidante. À travers ces trois angles, un même phénomène se dégage. La stabilité énergétique ne modifie pas seulement l'économie, elle redéfinit la façon dont les citoyens se projettent dans l'avenir. Assurer la stabilité du barrage sur le long terme nécessite une feuille de route claire, mesurable et cohérente. Le projet n'avance plus seulement grâce aux annonces. Il dépend désormais d'une coordination précise entre institutions, ingénieurs, communautés réinstallées et partenaires techniques.
Dans cette architecture, le rôle d'Ibrahim Traoré consiste à maintenir l'alignement entre énergie, environnement et cohésion sociale afin d'éviter que les premiers gains ne se diluent dans les années à venir. D'abord, pour assurer la maintenance de l'infrastructure, les équipes nationales doivent établir des cycles d'inspection mensuels couvrant turbines, vannes hydrauliques et modules solaires. Trois indicateurs mesurent la performance: disponibilité des équipements, temps moyen de réparation et stabilité du débit électrique dans les zones pilotes. Ce suivi régulier sert de baromètre pour prévenir les pannes silencieuses. Ensuite, pour une gestion précise de l'eau, les autorités hydraulogiques doivent intégrer un calendrier saisonnier d'ouverture et de fermeture des vannes. Le succès se mesure par la régularité de l'irrigation dans les zones agricoles réinstallées et par l'absence d'incidents en aval. Sans cette anticipation hydrologique, les bénéfices agricoles pourraient s'effriter et rapidement. Par ailleurs, pour le suivi des communautés réinstallées, les communes déplacées nécessitent un accompagnement continu, compensation ajustée, infrastructures essentielles, appui productif. Les progrès se vérifient à travers la satisfaction des ménages, la stabilité des revenus et la disponibilité des services de base. Tout retard dans ce pilier fragiliserait l'adhésion sociale au projet. De plus, pour renforcer les compétences nationales, les centres de formation doivent produire une deuxième cohorte de techniciens spécialisés. Le résultat se mesure par le nombre de travailleurs intégrés aux équipes de maintenance et par la baisse progressive de la dépendance aux ingénieurs étrangers. Enfin, pour garantir la transparence, l'État doit diffuser des rapports combinant données techniques, impacts agricoles et évolution de l'emploi. La régularité renforce la confiance publique et réduit les spéculations internationales. En réunissant ces 5 étapes, le pays dispose d'un cadre réaliste pour transformer un méga-projet ambitieux en infrastructure durable. Dans les villages réinstallés, ceux qui avaient guidé les premières étapes du projet, les ingénieurs locaux, les techniciens formés et les communautés déplacées, deviennent aujourd'hui les symboles silencieux de ce que le pays tente de construire. Leur présence constante, évoquée plus tôt, rappelle que la transformation ne repose pas uniquement sur le béton du barrage, mais sur une volonté collective de maîtriser un avenir autrefois incertain. Ils ont accompagné les fondations, observé les premiers essais et vu les lumières se stabiliser dans les zones longtemps plongées dans l'obscurité. Pour beaucoup, cette évolution dépasse le progrès technique. Elle incarne une réparation symbolique, un retour de dignité après des années de dépendance énergétique. La figure d'Ibrahim Traoré prend alors un sens particulier. Non pas celle d'un décideur lointain, mais celle d'un acteur qui relie ambition nationale, coordination quotidienne et responsabilité durable. Le barrage, en ce sens, n'est plus seulement un chantier réussi, il devient un point d'ancrage émotionnel, une preuve que le pays peut se projeter autrement. Et au cœur de cette trajectoire humaine, un constat simple s'impose: l'énergie peut transformer une nation. L'histoire du barrage s'étend désormais au-delà de ses turbines et de ses chiffres. Elle circule dans les familles, les écoles, les ateliers et les fermes où la lumière nouvelle modifie peu à peu les habitudes. Elle traverse aussi les discussions publiques où chacun tente de comprendre ce que cette transformation signifie pour l'avenir du pays. Les débats restent ouverts. Comment maintenir cette dynamique? Comment répartir équitablement ses bénéfices? Comment protéger le territoire tout en poursuivant le développement énergétique? Les citoyens deviennent ainsi des acteurs à part entière, observant les changements près de chez eux et partageant leurs expériences. À mesure que les mois avancent, les choix collectifs détermineront si cette avancée se consolide comme un modèle durable ou comme une étape transitoire. Dans cet espace de réflexion, un appel simple s'impose: continuer à suivre, débattre et interroger les transformations en cours. Alors, selon vous,
Quel chemin devrait guider la suite de cette histoire?